Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo du SIAM qui porte sur la rédaction du plan de cours. Je suis Isabelle Courtal-Rano, ingénieure de recherche au SIAM. L'objectif de cette capsule est de vous permettre de réfléchir à la manière dont vous pouvez formaliser et communiquer aux étudiants ce que vous abordez avec eux en cours, de faire un rappel sur ce qu'est le plan de cours, son contenu et son utilité. Nous ferons un rapide tour d'horizon de quelques concepts théoriques qui sont utiles à la démarche et il y aura une présentation des ressources en ligne qui vous permettront de rédiger votre plan de cours. Alors, pourquoi rédiger un plan de cours? Eh bien, ce document est un outil de communication avant toute chose, de communication avec les étudiants, mais également avec vos collègues. Du côté étudiant, ça vous permet de passer à un contrat didactique, de vous engager ensemble sur un temps de formation, sur des objectifs que vous visez chez eux, sur des modalités pédagogiques et d'évaluation que vous leur proposerez. C'est un outil du coup qui permet aux étudiants de se projeter, d'avoir une vision claire des attendus visés par l'enseignement. Donc un outil qui favorise leur motivation et leur engagement. C'est également le plan de cours, un outil qui peut favoriser la cohérence au sein d'un parcours, puisque c'est un outil de communication entre enseignants au sein de l'équipe pédagogique. Cela permet éventuellement d'identifier des carences, des enseignements qui n'abordent que très peu certains niveaux de connaissances, certaines notions, ou au contraire, ça permet de réaliser que certaines notions sont abordées à de multiples reprises durant un cursus, ou encore se poser la question de l'articulation entre un cours et le suivant. Dans le plan de cours, vous trouverez donc des informations qui permettent d'identifier l'enseignement administratif, l'intitulé du cours, les ECTS, les prérequis éventuels, des informations sur le ou les intervenants, présentation de leur parcours, de leur spécialité, pour les enseignants-chercheurs de leur domaine de recherche, et puis pourquoi pas des informations qui permettent de localiser les enseignants dans le lieu qui est concerné. La description du cours, en quelques lignes, une présentation générale de quoi il s'agit, quelles sont les intentions de l'enseignant, quel est le public cible du cours ou quelle est l'approche pédagogique. Les objectifs d'apprentissage, c'est un point sur lequel nous serons amenés à revenir plus précisément, en lien avec le programme d'études plus général s'il existe. Donc quels sont les apprentissages visés dans ce cours, dans cette UE, dans cet enseignement? De quoi seront-ils capables à la fin du cours? Et quel lien éventuel existe entre ce cours et le reste du programme? Le programme également ou le calendrier qui permettra de donner les infos sur le contenu de chaque séance et le calendrier des travaux. Le plan de cours contient également des méthodes d'évaluation des apprentissages. En quoi consistera l'examen final? Y aura-t-il des travaux intermédiaires, des feedbacks? Des liens également vers les informations que vous estimez utiles de la bibliographie, des services complémentaires comme les bibliothèques, des sites divers et variés. Je rappelle qu'à l'Université de Bretagne occidentale, nous disposons de l'outil Amétis qui permet de présenter notre offre de formation et qui propose un cadre de fiches à l'échelle de chaque UE qui peut servir de base à votre travail. Vous pouvez vous renseigner auprès des scolarités, des responsables de cycle pour savoir d'ailleurs si une fiche avait été rédigée lors de la précédente accréditation de l'offre de formation. Et de toute façon, un modèle de fiche vous sera proposé dans les ressources utiles. Alors, quelles grandes étapes pour rédiger ce plan de cours? Nous vous recommandons de regrouper vos contenus dans un premier temps, des supports que vous auriez déjà effectués en lien avec cet enseignement, les contenus de cours, le référentiel de formation, la fiche RNCP ou le dossier d'accréditation, les contenus d'enseignement, leur déroulé, les modalités d'évaluation, peut-être l'ancienne fiche UE-EC et les informations sur les intervenants. Dans un second temps, vous pourrez déterminer les apprentissages visés de manière générale en utilisant des verbes d'action. Ça vient répondre à la question « Que sont-ils capables de faire à l'issue de ce cours ?» Ensuite, et nous y reviendrons en détail, il est recommandé de les répartir par domaine et par niveau, en vous appuyant sur des documents.
Il y a plusieurs manières de catégoriser les acquis d'apprentissage. Nous avons retenu celui de Bertium et Dale que nous présenterons tout à l'heure. Pour chaque domaine d'apprentissage visé, vous allez organiser le mode d'évaluation en fonction de ce que vous souhaitez vérifier. Qu'est-ce qui constitue une preuve de l'atteinte d'un acquis visé par l'apprentissage? Je rappelle en passant qu'une fiche évaluée à distance est disponible aussi sur le site internet du SIAM. Ensuite, en fonction de ce qui est visé et évalué, vous allez organiser le programme d'enseignement et donc dans le plan de cours, donner à voir le chemin que vous proposez pour permettre aux étudiants d'atteindre l'objectif visé, définir ce qui est vu en CM, en TD, en TP, décider si vous allez procéder par l'apprentissage par problème, par projet, et donc le donner à voir dans le document final. Si vos enseignements s'effectuent à distance, les supports et les outils techniques qui conviennent seront envisagés à ce moment-là, et les liens également peut-être seront effectués dans cette partie du plan de cours. Et enfin, échanger avec les collègues et peut-être inclure des représentants étudiants dans l'élaboration de votre document, effectuer des rapprochements au sein d'un programme plus global de formation. Vous pourrez au final ajuster aux besoins et formaliser le document qui pourra être diffusé via les outils internes de l'UBO. Un petit détour sur les notions. Je ne les détaille pas ici car elles sont détaillées dans d'autres capsules et d'autres ressources proposées par le SIAM, mais j'y reviens quand même brièvement pour évoquer l'articulation qu'il peut y avoir entre la notion d'acquis d'apprentissage et les compétences. Déjà, rappeler qu'un certain nombre de documents formalisés existent à différents moments de processus d'apprentissage en cours de formation jusqu'au développement des compétences dans le milieu professionnel. Ce que l'on rencontre couramment dans les milieux d'enseignement et universitaires, ce sont ce que l'on appelle les référentiels de formation. Des référentiels de formation qui détaillent le contenu des enseignements à l'échelle d'un cours ou d'un ensemble de cours. Ces référentiels donnent à voir des acquis d'apprentissage qui sont, pour les plus petits, le plus petit niveau de granularité, les acquis d'apprentissage spécifiques, et puis après des acquis d'apprentissage intermédiaires qui regroupent peut-être plusieurs acquis d'apprentissage spécifiques. Et derrière ces acquis d'apprentissage, finalement, ce sont des ressources que l'on va trouver qui peuvent être catégorisées de plusieurs manières selon les modèles théoriques. Et elles sont mobilisées ensemble, ces ressources, et c'est elles qui, ensemble, permettent de former les compétences. Donc nos étudiants acquièrent un certain nombre de ressources de différentes natures. Ce sera peut-être des ressources du type cognitif, des connaissances de certaines notions, des savoir-faire particuliers, techniques, méthodologiques, des savoir-faire relationnels par exemple. Et donc toutes ces ressources mobilisées ensemble leur permettent donc de développer des compétences qui vont être acquises et peaufinées, on va dire, dans le milieu professionnel lorsqu'ils arrivent dans le stage ou dans l'alternance. Et dans ces lieux-là, on va pouvoir voir les référentiels de compétences apparaître. Donc là, on est plutôt sur les référentiels des compétences finales. Donc ce sont des acquis d'apprentissage terminaux. C'est comme ça qu'on les nomme. À ce stade de la formation, les acquis visés ils sont complexes et correspondent au niveau de ce qu'on peut appeler la compétence. Une fois la formation terminée, le développement des compétences se poursuit. Les professionnels, du débutant à l'expert, donc, en développent. Et qu'est-ce que l'on trouve comme document dans le milieu professionnel qui donne à voir ces éléments? Eh bien, ce sont les référentiels métiers et d'emploi. Dans ces référentiels, on trouve des éléments relatifs à l'activité professionnelle, ce que font les gens, les contextes dans lesquels ils exercent leur mission et les compétences qu'ils doivent mobiliser pour mener à bien ces activités. Tout au long de leur parcours, les professionnels développent leurs compétences et leur expertise. Ils acquièrent également de nouvelles ressources dans un parcours de formation tout au long de la vie, ce qui les ramène à la case étudiant ou adulte en formation continue, ça dépend comment vous voulez les nommer. Et du coup, par rapport à des situations professionnelles, ils peuvent souhaiter revenir à l'université pour acquérir certains types de ressources.
L'alignement pédagogique est également quelque chose qui mérite d'être abordé ici, car dans le plan de cours, comme nous le disions, plusieurs éléments relatifs aux apprentissages visés, aux méthodes d'évaluation et aux méthodes pédagogiques doivent apparaître. Il est important, pour que les étudiants arrivent à bonne destination, de définir les modalités d'évaluation, en cohérence avec les objectifs d'apprentissage définis pour un enseignement et les méthodes pédagogiques mises en œuvre. Ce sont, d'après Marc Romainville, qui a mené plusieurs études sur le sujet, des éléments qui sont un peu trop souvent considérés comme distincts. Et les études qui ont été menées montrent que les étudiants ne comprennent pas toujours le lien qu'il y a entre le cours qu'ils ont eu et la manière dont ils sont évalués. Et cela montre que cela a un impact sur leur engagement en formation et leurs apprentissages. Donc il est important dans votre enseignement de vous re-questionner sur les objectifs d'apprentissage que vous aurez formulés, sur la manière dont vous procédez pour l'évaluation et est-ce que vous évaluez véritablement ces compétences-là ou ces connaissances, ces acquis d'apprentissage que vous aviez formulés préalablement. Et de la même manière, vos méthodes pédagogiques sont-elles cohérentes avec le niveau d'acquis d'apprentissage que vous visez dans votre enseignement? Cela amène la diapositive suivante qui nous permet de distinguer, et c'est une proposition de Berthiaume et Dale également, proposition de définir les apprentissages visés en trois niveaux, trois grands niveaux. Des apprentissages qui sont pour les plus simples le niveau de surface. Ce sont des apprentissages qui renvoient plutôt à des enseignements situés en début de cursus en général, pas seulement, mais bien souvent. Ces apprentissages, eux, se limitent à reproduire les connaissances, donc par la mémorisation et la répétition, sans se soucier des liens à établir entre les notions. Il semblerait que ces apprentissages soient intégrés sur du court terme. Donc ça peut être très très utile en début de cursus et même par la suite, donc sur de l'intégration à court terme d'un certain nombre d'éléments d'information. Les apprentissages intermédiaires, eux, sont des apprentissages qui permettent d'en préparer d'autres et qui seraient appliqués directement dans un contexte donné et intégrés sur du moyen terme. Tandis que les apprentissages en profondeur correspondraient à des comportements où les étudiants font un traitement actif de l'information et utilisent des stratégies d'élaboration et d'organisation plutôt que des stratégies de mémorisation. Ces apprentissages-là seraient intégrés sur du plus long terme. Nous allons à présent croiser les niveaux d'apprentissage que je viens de décrire avec les domaines d'apprentissage proposés toujours selon le modèle de Berthiaume et Dale en trois catégories d'apprentissage. La première catégorie, les apprentissages cognitifs. Ce tableau est volontairement assez succinct et ne reprend que les illustrations des acquis d'apprentissage. Vous trouvez dans les ressources complémentaires un tableau qui définit précisément les notions. L'apprentissage cognitif en surface consiste en la rétention. La rétention d'informations, retenir la capitale du Brésil, retenir que la capitale du Brésil est Brasilia. Le deuxième niveau de l'apprentissage cognitif est le niveau qui relève de la compréhension. Et là, pour l'exemple, dire pourquoi la capitale du Brésil est Brasilia et non Sao Paulo, la ville la plus grande du Brésil. Le niveau encore supérieur, en profondeur, amène la réflexion. Vous verrez, je vous montrerai un peu plus tard que dans une taxonomie, une manière d'organiser les acquis d'apprentissage par niveau, on peut aller plus en détail. Mais là, voilà, sur les trois grands niveaux, on arrive sur le niveau réflexion. Et là, ce serait par exemple dire dans quelle mesure la capitale du Brésil pourrait être une autre ville, les avantages, les inconvénients. Donc vous avez bien noté vraiment l'évolution du niveau attendu. Sur le plan affectif, l'apprentissage affectif, sur le niveau surface, on est dans la réception. Là, on est sur l'intégration d'un système de valeurs, saisir l'importance, par exemple, de travailler en équipe dans le cadre d'un projet. Le niveau intermédiaire serait la valorisation, par exemple, rassembler une documentation sur le travail en équipe au sein des entreprises. Et puis le niveau affectif en profondeur, là c'est adopter un certain nombre de valeurs et donc là c'est intégrer différentes approches théoriques sur le travail en mode projet afin de conseiller des équipes. Le dernier type d'apprentissage psychomoteur,
bien là, on est sur le niveau perception quand on est au niveau surface. Et là, il s'agit, pour un exemple médical, d'identifier des gestes pour réaliser un acte médical, comme extraire une dent. On repère, on observe. Dans le niveau intermédiaire, il s'agit de la reproduction, être capable d'effectuer le geste qui permet d'extraire une dent sans complication. L'élément de contexte est assez important ici. Et puis, le niveau le plus approfondi, perfectionnement du geste donc, et là, c'est adapter ou développer une technique pour extraire une dent dans un contexte, par exemple, délicat, où là, c'est encore une indication sur le niveau de complexité qui est supplémentaire. Alors, les acquis ou résultats d'apprentissage doivent décrire de manière vérifiable ce que l'apprenant doit normalement connaître, comprendre, être capable de faire après avoir validé un programme ou un enseignement. Comment ils sont rédigés à l'échelle d'un cours, d'une lieu, d'une formation? Eh bien, ils doivent être observables, évaluables, centrés sur l'apprentissage de l'étudiant et contextualisés. Donc, en résumé, quel que soit le résultat d'apprentissage, il devrait s'énoncer de la manière suivante. Au terme de un cours enseignement UE, cela annonce donc le délai, contextualise le résultat. L'étudiant, cela rappelle que les apprentissages sont centrés sur lui, sur l'étudiant. Un verbe d'action qui annonce le domaine d'apprentissage et le niveau attendu. Un objet qui concrétise ce qui est attendu. Et deux manières qui précisent les conditions de l'exercice. Et comme je le montrais tout à l'heure dans le tableau précédent, le fait d'extraire une dent dans un contexte sans complication dans la partie psychomotrice ou d'extraire une dent dans un contexte délicat, bien, vous voyez que ces éléments contextuels nous permettent de préciser un niveau de complexité attendu tout de même. Alors, quelques conseils. Pour rédiger vos acquis d'apprentissage, un seul verbe d'action suffit à exprimer le résultat attendu et le choix du verbe indique la complexité ou la difficulté. Nous vous recommandons également d'éviter les verbes polysémiques du type maîtriser, comprendre. Dans les plans de cours qui sont régulièrement divulgués dans l'établissement, il n'est pas rare de voir apparaître ces verbes-là polysémiques. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces verbes? En fait, ces verbes ne permettent pas d'objectiver suffisamment les éléments et du coup, on n'est plus dans le caractère observable et évaluable de l'acquis d'apprentissage. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand un enseignant dit qu'à l'issue de son cours, il veut que les étudiants comprennent un certain nombre d'éléments, il peut, au-delà de dire comprennent les éléments, se demander et donner à voir comment ce sera concrétisé, comment il pourra observer que c'est compris et comment même peut-être il évaluera que c'est compris. Et à ce moment-là, il passera à une autre manière, à une autre terminologie qui correspondra plus aux attentes ici. Donc des éléments qui doivent renvoyer à des conditions, comme tout à l'heure on disait le contexte change et donne à voir la complexité, et bien voilà, les conditions concourent à préciser le résultat. Donc vous pouvez utiliser cette grille pour auto-évaluer un document que vous auriez déjà rédigé par le passé. Si vous avez déjà rédigé une fiche UE, eh bien, posez-vous la question, est-ce qu'un seul verbe d'action existe? Est-ce qu'il désigne une action facilement évaluable ou observable? Est-ce que le verbe d'action est centré sur ce que l'étudiant est capable de faire? Les objets du verbe sont-ils indiqués de manière précise et univoque? Donc, vraiment, on est dans la notion d'objectivation, le plus possible, et d'explicitation d'éléments. Est-ce que ça précise le niveau de résultat attendu? Le contexte, est-il clair et précisé? Les conditions également? Est-ce qu'il y a des outils, des moyens? Et le délai. Donc, c'est un tableau qui peut vous aider aussi à prendre du recul sur la manière que vous avez eu de rédiger jusqu'à présent vos acquis d'apprentissage et vos objectifs. Donc, quelques exemples que vous pourrez retrouver par la suite.
Je prends le premier. Voilà, à l'issue d'un enseignement, l'étudiant, qui est donc placé au centre, devra synthétiser, donc des verbes d'activité, isoler, purifier. Où ça, le contexte, au laboratoire, quoi une molécule donnée, quantifier sa concentration en faisant un certain nombre de choses. De la même manière, sur l'exemple suivant, l'étudiant est initié à des techniques de l'analyse des données discrètes aux catégories et ce qu'on attend de lui, c'est sa capacité à les appliquer sur des données et on voit quel type de données réelles et avec quels moyens. Les moyens sont précisés de logiciels statistiques et peut-être que même d'ailleurs à terme, les logiciels pourraient être détaillés. Enfin, le dernier exemple, à l'issue de ce module, l'étudiant expliquera les mécanismes présidant à la transmission des gènes. Et bien, typiquement là, c'est le type d'objectif pédagogique que l'on pouvait voir par le passé, présenté comme à l'issue de mon enseignement, l'étudiant connaîtra les mécanismes, etc. Mais dans le connaîtra, on n'explicite pas suffisamment en fait ce qu'on attend, le niveau de connaissance que l'on attend. Là, quand on précise qu'on attend qu'il explique les mécanismes, on voit à peu près à quel niveau de l'acquis de l'apprentissage, de complexité en tout cas, nous nous situons. Là, on comprend qu'on est quand même un petit peu dans la taxonomie du début. Alors, en pratique, utilisez le tableau croisé des domaines et des niveaux d'apprentissage et tentez de compléter pour l'enseignement de votre choix les éléments. Si vous avez déjà rédigé des éléments, utilisez la grille d'auto-évaluation pour prendre un peu de recul, observer de quelle manière vos contenus pourraient évoluer. Je fais un petit rappel également sur le fait que l'évaluation, dont on disait qu'elle devait être alignée et cohérente avec vos objectifs, peut se placer à différents moments de l'enseignement, en amont, et c'est ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, qui permet d'évaluer un niveau d'entrée par exemple. Une évaluation dont on préconise la mise en œuvre évidemment, qui est l'évaluation formative ou de régulation. Pourquoi elle est préconisée ? Eh bien parce que c'est un processus qui permet de donner des feedbacks aux étudiants, des informations à propos de leur performance et ça leur donne évidemment des éléments sur le chemin qui leur reste à parcourir pour réaliser les apprentissages visés. Et puis enfin la dernière évaluation en fin de cursus qui est l'évaluation certificative qui consiste à certifier socialement devant les autorités institutionnelles, les potentiels employeurs, les parents, etc. les effets d'une action menée et considérée comme achevée. Je vous propose là un tableau qui est issu de la taxonomie de Bloom revisitée. Là aussi, vous trouverez ces éléments détaillés et les concepts théoriques sous-jacents dans les ressources qui sont proposées dans les espaces que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce tableau-là, il est assez intéressant à utiliser quand vous êtes en train de rédiger vos acquis d'apprentissage et que vous vous questionnez sur la manière dont vous pouvez rédiger différemment quand vous avez eu l'habitude de rédiger les acquis comme à l'issue de mon enseignement, je veux qu'ils connaissent ou je veux qu'ils comprennent un certain nombre d'éléments ou je veux qu'ils appréhendent un certain nombre de notions. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des verbes qui sont très implicites finalement et assez subjectifs dans l'interprétation. Afin d'objectiver davantage les éléments et de trouver des verbes d'action qui sont évaluables et observables, cette grille va pouvoir vous aider. Elle concerne là les acquis d'apprentissage qui relèvent du domaine cognitif. Et vous voyez que de la première colonne jusqu'à la dernière, on est sur un niveau de complexification de l'acquis. Par exemple, le premier niveau, le moins complexe, est le niveau connaissance dans le sens mémorisation. Et donc les verbes d'activité que vous pouvez utiliser quand vous souhaitez viser ça chez vos étudiants seraient de quoi mémoriser. Ça va se vérifier comment ? En citant des éléments, en les décrivant, peut-être en définissant des notions ou en énumérant des choses. Le deuxième niveau sera un niveau qui est plutôt de l'ordre de la compréhension. Dans ce niveau-là, les étudiants sont capables de traduire ou d'interpréter des informations en fonction de ce qui a été appris.
À ce moment-là, les verbes que vous utiliserez seront plutôt des verbes comme expliquer, démontrer, préciser, résumer, interpréter. Si on passe au niveau encore plus complexe, le niveau d'application, là, l'étudiant il est capable de sélectionner, de transférer des données. À ce moment-là, les verbes d'activité sont appliqués, adaptés, employés, complétés. Ce sont des listes non exhaustives, mais dont l'objectif est de vous aider dans la formulation. Le niveau encore suivant, là on arrive vraiment à des niveaux de complexité plus avancés, l'analyse. Donc là, il est capable de distinguer, de classer, de mettre en relation des faits. Et là, à ce moment-là, il décompose, il extrait, il recherche, il choisit, il discrimine, il compare, il catégorise. L'étape suivante, là on est dans le domaine de la capacité de synthèse et d'évaluation. Là, ils peuvent concevoir, intégrer et conjuguer des idées en une proposition, un plan ou un produit nouveau. On arrive peut-être aussi plus au niveau de la créativité. Et là, les verbes d'action, du coup, pour le dire, c'est composer, construire, créer, élaborer, inventer, mettre en rapport, organiser. Et le dernier niveau, donc le plus complexe, c'est le niveau de jugement, d'évaluation. Là, ils sont capables d'estimer, d'évaluer ou critiquer. Donc vous voyez que la notion d'esprit critique apparaît finalement dans le domaine de complexification tout au bout du dispositif. Et donc là, l'étudiant est capable d'évaluer, de juger, d'argumenter, de critiquer. Donc c'est une grille qui est certainement aidante dans la formulation pour vous de ces acquis d'apprentissage et en particulier du domaine cognitif. Alors, pour clore cette capsule, je rappelle qu'un cours Moodle de l'approche programme du SIAM est en ligne et c'est dans le cours sur l'approche programme que vous trouverez des éléments sur la rédaction du plan de cours. Je ne vous ai pas présenté l'ensemble de l'approche programme ici. Vous le trouverez dans une autre capsule vidéo disponible également dans l'espace Moodle, dans laquelle vous comprendrez que finalement la rédaction du plan de cours fait partie d'une démarche plus globale. Dans le document que vous avez sous les yeux là, l'approche programme, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. La rédaction du plan de cours apparaît dans la dernière étape, dans l'élaboration du référentiel de formation, mais parfois aussi dans la première, l'élément de bilan, car l'offre de formation existe déjà, les plans de cours ont souvent déjà été rédigés une première fois, et donc dans la phase bilan, peut-être que le travail de remaniement de ce plan de cours et d'un travail de réflexion sur la cohérence et l'alignement pédagogique vous permettra de faire évoluer justement cet enseignement et peut-être au regard d'un programme plus global de formation dans lequel il s'inscrit. L'approche programme également du site du SIAM, là vous allez trouver des différentes vidéos et témoignages et puis enfin le guide rédigé à un plan de cours que vous pouvez également retrouver en ligne.